Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique, on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste extraordinaire. Cette semaine, le mirobolant, Jules Simard. Salut Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, on a un hiver plus que clément, donc faut que ça aille bien. Juste là, la méga tempête qu'il annonçait, là, un matin quand je me suis levé. Ouais, ben là, ici, il l'annonçait pas. Quand j'ai vu sur les cartes, là, ça passait. On était correct, il nous annonce un 5 cm. C'est quand même pas la mer à boire, comme on dit. Mais c'est pas grave, on va le prendre de même. Absolument, ça on va le prendre de même. D'abord, on ne peut pas sortir d'une façon ou d'une autre. Non, mais en même temps, moi, j'adore profiter de l'hiver. Mais à moins 30, j'aime pas ça. Non, ben écoute, non, à tous les jours, je sors, on se promène, on fait de la raquette, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien cet hiver-là. Puis je trouve ça un hiver aussi, c'est mon grand retour à suivre les Canadiens de Montréal. Moi, ça fait des années que j'avais décroché. On dirait là, que c'est comme une thérapie collective, avoir un club qui gagne. Je sais pas, c'est super drôle. Hein, je me laisse prendre à aller lire les nouvelles du sport, ce que je fais plus depuis des années. En tout cas, c'est... Donc, le confinement a des changements dans les habitudes, qu'on le veuille ou non. Absolument. On se régale. Pour certains, c'est des problèmes dans le chambre de bain. Pour d'autres, ouais. C'est clair, c'est clair. Puis là, on sent qu'on peut respirer un peu. On a vu que depuis novembre, les cas diminuaient, qu'on avait l'air de se prendre en main. Je pense que la vaccination a aussi bien marché avec le personnel de la santé et puis les personnes plus vulnérables, en CHSLD, entre autres. Et là, on voyait les cas diminuer, 1 cas, 2 cas, 3 cas, une moyenne de 5 cas dans la dernière semaine. Et là, lundi prochain, on tombe en zone orange. Une zone orange foncée, là. On n'est pas comme la vieille zone orange, mais quand même, j'ai l'impression que ça va faire du bien. Aller manger au restaurant, aller au cinéma, aller voir un show de théâtre. Ma crainte, quand même, moi, repose. Tu sais, ce qui s'est passé, on a eu jusqu'à Noël une augmentation quand même. Puis après Noël, on s'est ramassé à tout près de 3000 par jour. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, puis là, à un moment donné, on s'est mis à baisser. Mais moi, je pense que ce qui a donné le gros coup de la baisse, c'est lorsqu'on a fermé les magasins. OK, parce que, tu vois, j'aime ton analyse, puis là, c'est pas mon point de vue, là, mais j'entendais aujourd'hui la ministre Laforêt, entre autres, qui disait que pour elle, c'était le couvre-feu. Non. Toi, tu dis... Ça a été une mesure qui a complété parce que, oui, effectivement... Parce qu'il y avait de la transmission on se ramassait dans les familles, qu'on le veuille ou non, là. Tu sais, à Noël, là, il y a eu des bons parties, là. Tu sais, ici, là, on s'est ramassé dans la région, dans le secteur de la MRC, avec une éclosion assez massive. Et je pourrais te dire qu'il y a eu aussi une éclosion dans les chalets, et puis avec des bonnes familles qui se réunissaient. Y a-t-il une place un petit peu plus restreinte que la maison? Mais accusons pas personne. Non. OK? On a... Parce qu'on a fait quand même une belle prise en main, dans le sens où, par la suite, je pense que les gens... c'est ça. Mais je pense que ce qui a aidé, ça a été effectivement la fermeture des magasins, qu'on le veuille ou non, là. Même si dans les magasins, on dit « Ah, on n'a pas... » Ouais, mais tu te promènes, tu es avec quelqu'un, tu as bien beau avoir un masque, là. C'est ça. Et donc, je pense, moi, que ça a été... Et là, oui, on réouvre à large, là, y compris même dans les zones rouges des commerces. Je comprends très bien les commerçants, là, OK? Ils sont tannés de... Bien, c'est l'équilibre entre la santé publique, la santé mentale, l'économie. Puis, tu sais, comme dans la région, ce qui est hallucinant, c'est qu'à un moment donné, on avait 60 lits de soins intensifs qui étaient pris. Là, on est rendu à 7 en attente. C'est quand même chouette, là. Oui. Écoute, il y a eu des efforts, puis on a réglé une partie de cette pandémie qui voulait pas arrêter. On l'a quand même réussi à, comme on dit, à dire comme le docteur disait, là, on a aplati la courbe. Ça fait donc en sorte que, oui, on peut se permettre effectivement d'être un peu plus à l'aise. Mais j'ai hâte de voir pour moi dans les magasins, ça va... En tout cas, j'espère que les gens vont continuer de se prendre en main parce que déjà, dans certains pays d'Europe, on parle de 3e vague. On n'a pas le goût, là. On a le goût de respirer un peu. Je sais que l'été s'en vient.
Moi, j'aurais peut-être attendu à la fin février, personnellement, juste pour être certain, là. Mais je pense qu'il y avait un autre élément hein, qui... au 7 de janvier, on se devait de recommencer à vivre. Le premier ministre disait non, on reste confiné parce que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Et ça allait pas bien non plus. OK? Et là, on met ça jusqu'au 7 de février. Là, s'il avait dit au 7 de février, écoute, ça va encore pas bien, on est encore... On déconfine pas, là. Moi, je vais te dire une affaire, t'aurais eu ce qu'on appelle, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait, une désobéissance civile assez majeure. Et il se devait de pouvoir laisser du laisse. Là, les gens sont il faut qu'il y ait une logique. Les gens, ils veulent que ça soit logique, tu sais. Quand on était à 200 cas par jour, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait « Ah ouais, là, il faut faire attention ». Mais à 1 cas, 2 cas, 3 cas par jour, je pense que les gens, ils sentent ça légitime de dire « Ben là, on peut-tu respirer un peu? » Oui, c'est ça qui se dit comme réflexion. Puis c'est ce qui en arrive maintenant. Tu sais, tout ce problème-là est relié aussi au fait que là, il paraît que ce qui va nous sauver, c'est le vaccin. T'en as-tu vu passer une couple de doses dans les derniers jours? Ben non, là, ça fait on dirait que le fédéral nous a oubliés quelque part, mais où il a mal négocié, en tout cas, on ne le sait pas, là. On ne le sait pas. Mais moi, je pense là-dedans, mais là, c'est à l'international, là, mais la majorité des vaccins sont produits en Europe. Et à un moment donné, l'Union européenne était à court de vaccins, puis ils ont mis de la pression politique sur les pharmaceutiques pour garder les vaccins en Europe. Ils ont fait la même affaire aux États-Unis. Ben oui, exactement. Puis là, comme nous, on n'en produit pas, là, on va commencer à en produire au mois de juillet. Ben oui, mais ça s'est fini. Ça s'est fini. Mais ça s'est fini. Mais en tout cas, il reste que... on se rend... Ça nous apprend. Je pense que c'est bien beau, un développement économique basé sur l'initiative privée, OK? Et maintenant, quand l'initiative privée réussit à trouver quelque chose, elle dit, gars, ça coûte tant, paye, on va te le faire, on va te le donner. Mais là, on est rendu au fait que ça a fait en sorte que, au Québec, et au Canada, mais en tout cas, parlons du Québec, OK? On avait quand même une industrie pharmaceutique dans la région de Laval, je pense, assez bien étoffée. On a conservé, ça s'est vendu à des Américains. Il y a eu des déplacements de personnel et de production qui sont allés aux États-Unis et non plus au Québec. Et ça, aujourd'hui, on paye pour ça. OK? On se dit, tu sais, ça nous amène à réfléchir aussi au départ de non seulement des sièges sociaux, mais de plusieurs flairons de notre industrie, peu importe, pas juste dans le pharmaceutique. Mais je pense qu'on a une responsabilité collective aussi, parce que avant la fin de la guerre froide, on investissait massivement dans la recherche au public, là. Et puis, sauf que l'État-providence qu'on avait depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a alourdi les dettes, puis là, on a fait, il faut couper. Puis on a coupé beaucoup dans la recherche fondamentale parce que le privé le faisait par lui-même. Mais non, mais c'est ça. Sauf que dans le privé, au niveau éthique et moral, des fois, on peut peut-être se poser des questions. Mais ça fait que là, on fait presque plus de recherche fondamentale, puis c'est ce qui arrive, là. On donne le beau jeu aux pharmaceutiques, là. Mais moi, ma réflexion va jusqu'à penser à la chose suivante. Cette pandémie-là va nous avoir fait amener à s'interroger sur les fondements de l'économie en général et la façon de fonctionner en général. OK? On se rend compte de la dépendance actuellement, pendant juste la question des vaccins. Des masques, de tout. On se rend compte de la dépendance que nous avons au capitalisme pur et dur. OK? Il faut qu'on fasse... Hey, écoute, on est en état de rareté, la loi de l'offre et de la demande, c'est de faire en sorte, OK, les prix viennent d'augmenter. Fort probablement qu'un masque, OK, ça coûte pas grand-chose à produire. Mais au prix que toi, que tu le payes parce que tu as besoin d'en avoir un, c'est qui empoche? OK? Ben oui, Est-ce que c'est la collectivité qui empoche? Ben non. Non, c'est des individus. Alors, moi, je pense qu'on en est rendu à penser, OK? Est-ce que notre système capitaliste, qui est excessivement basé sur, 1, la notion de profit et 2, l'individualisme, est-ce que, collectivement,
nous n'aurions pas avantage aussi à être plus présents dans l'industrie en général. Or, oui, fort probablement qu'on peut peut-être, au lieu de donner une subvention, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, voilà, moi, c'est du capital action que je te donne pour pouvoir être en mesure, puis je vais avoir moi aussi une forme de... Mais au moins, collectivement, au lieu de donner une subvention, si on donnait un apport économique comme étant un actionnaire dans ton entreprise, peu importe la grosseur du projet, mais là, ce que tu réussis à faire, au moins, tu as un certain mot à dire sur ce qui peut se passer. Mais, moi, je pense qu'on peut en arriver. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, la problématique en aval de ça, c'est que tant qu'on va accepter que des gens travaillent 10 heures par jour, 6 à 7 jours semaine, à 3 cents de l'heure, à l'autre bout du monde, sans conditions de travail, on ne pourra jamais arriver, parce que le consommateur, lui, il veut payer moins cher. Puis je ne veux pas y reprocher, mais c'est ça que ça a amené le capitalisme aussi. C'est que quand tu achètes un morceau de vêtement qui a été fait par des enfants à l'autre bout du monde, là, moralement, là, tu t'en fous, tu réfléchis pas à ça. Tout ce que tu vois, toi, hey, mon Dieu, 2 t-shirts pour 5$. Ben, elle est là la problématique, parce que même si on investissait beaucoup puis on développait de l'industrie, au prix de revient qu'on serait capable au prix de vente qu'on serait capable d'avoir, on serait encore beaucoup au-dessus de ce qui se fait quand on regarde les importations du Bangladesh puis du Cambodge. C'est sûr que ça entre en ligne de compte lorsque tu es comme consommateur, effectivement, et l'ouverture des frontières aux produits et services aussi, mais aux produits, cette ouverture-là fait en sorte que, oui, tu vas pouvoir avoir des produits de moindre qualité à moindre coût, puis de moindre qualité solide. T'es changes plus souvent. Mais là, on embarque aussi dans le principe suivant. Qu'est-ce qui fait? On ne recycle pas, ou pratiquement pas. OK? Tu as un bien de consommation qui dure habituellement 3 ans. Après 3 ans, tu le prends, puis tu l'envoies à la dompe, puis tu t'en arrêtes un autre. Ça, là, ça a un effet très, très, très absorbant sur les richesses, l'exploitation des richesses naturelles, toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr. Regarde le bois actuellement. OK? Le bois, on va en parler, de l'industrie forestière. Mais c'est parce que c'est le problème d'obsolescence programmée aussi. Dans le sens, on fait les objets pour qu'ils ne durent plus, puis qu'ils ne soient pas récupérables. C'est ça. Tu sais, je veux dire, va faire changer une batterie sur un téléphone, là, mettons un iPhone, ça va te coûter 300$ parce que tu n'es pas capable de le faire toi-même. C'est tellement compliqué. J'ai un ami qui s'est essayé, là. Ça lui a pris 3 jours avec des didacticiels qu'il avait trouvés sur Internet pour changer une batterie. Mais au bout du compte, la batterie, elle a coûté 30$. Ouais, mais quand on va, ça te coûte les yeux de la tête. Tu sais, je pense que la pandémie doit nous amener à réfléchir à ça. Et là, les gouvernements, actuellement, tu sais, bon, oui, on parle de la possibilité qu'on puisse produire, donc, des vaccins chez nous. Et ça, oui, c'est à partir d'un centre de recherche qui appartient au gouvernement fédéral. Étoile. On n'a pas pensé à ça avant, qu'on pouvait peut-être... Ah non, mais tu comprends, moi, c'est ce qui me choque un peu dans l'aventure. Tu sais, là, on est mal pris. Et on est mal pris, mais on avait la possibilité d'être un petit peu moins mal pris que ça, mais on ne l'a pas pris dans le temps. Peut-être que c'est comme tu dis, là, compte tenu du fait qu'il fallait qu'on réduise nos dépenses, on disait, OK, on s'en ira pas là-dedans. Dans les autres, nos voisins du Sud, nos bons voisins du Sud, à la Trump, regarde, et nous. Mais en tout cas, tu sais, c'est ce phénomène-là. Je pense qu'il faut non seulement en réfléchir, mais s'orienter sur des actions qui font en sorte que, oui, il faut que nous produisions des biens. Et quand j'aide une entreprise par une subvention à le faire, demain matin, on va te mettre le même montant. Mais c'est maintenant du capital action. C'est pas un prêt. C'est du capital action que je mets dans ta boîte pour qu'on puisse être en mesure. Et ça, c'est du capital action collectif qu'on se met dans une entreprise privée pour pouvoir. On le fait. Regarde, les Norvégiens ont fait ça avec leur exploitation pétrolière, puis ils ont clairé leur dette nationale. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Regarde, tu peux faire actuellement, il y a, tu sais, on a une usine de diamants, pas une usine, une mine de diamants au nord de Chicago qui va plus ou moins bien. Là. Je dirais moins que plus. Personnellement, beaucoup de... Bah, pas beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai perdu quelques sous, j'avais investi là. Mais là,
le gouvernement du Québec, qui avait mis quand même plusieurs millions de dollars, lui aussi, il se ramassait avec pas grand-chose. Hein? T'es pas capable de la repayer. Avec là, il est un peu, là, nous, on aime tant, là, on va être actionnaire avec vous autres, puis on va être actionnaire avec à telle hauteur. On est capable de te remettre de l'argent pour te relancer. C'est aussi du capital action qu'on met et non pas une subvention. Et ça, là, c'est ce geste-là. Oui, la mine de diamants roule toujours. Oui, la mine de diamants a peut-être moins de dettes, donc elle peut être en mesure d'obtenir, avec ce qu'elle vend, 5 tu sais, le kiff-kiff, avec tes coûts de production, tes coûts de revient, au moins, pas tes coûts, mais tes prix de revient, tu réussis à faire en sorte que tu végètes, comme on dit, mais c'est pas grave, tu végètes. Et tu permets à tout près de 200 travailleurs et travailleuses d'avoir un emploi quand même assez bien rémunéré, puis ça. Ça, là, c'est une action que tu peux faire et que l'on se doit de faire. Il faut s'enlever le paradigme de « je te donne une subvention pour que tu puisses être en mesure de pouvoir opérer, puis toi, faire de l'argent après, puis nous, on ne retrouve même pas un sou, sauf les profits que tu fais. Puis avant que tu fasses des profits, souvent de fois, tu t'organises pour avoir un paquet de dépenses pour les baisser. Non, puis je suis d'accord, puis je pense que cette action-là gouvernementale, on devrait la faire aussi comme citoyen, en ce sens d'arrêter de mettre notre argent dans Amazon, Costco, Walmart, puis investir dans nos commerces locaux, parce que ça ferait toute la différence sur la viabilité des commerces locaux, sur les emplois locaux, sur l'argent qui reste dans le secteur. Oui, on paye un peu plus cher, mais mon Dieu Seigneur, qu'au total, là, quand on regarde... Tu permets à ta belle-sœur ou à ton beau-frère ou à un autre de pouvoir avoir un emploi souvent de fois. Hey, si on achetait par année 100 $ de plus de local, ça changerait toute l'économie. Mais il faut le faire. Il faut arrêter d'aller faire son épicerie là, dans les... En tout cas, moi, là, parle-moi pas là-dessus, ça m'insulte. Mais non, mais je pense que la pandémie nous amène non seulement à réfléchir à ça, mais à se rendre compte des conséquences d'actions que nous faisions, OK, qui étaient normales. Là, aujourd'hui, on ne peut même plus le faire. Tu ne pouvais même plus aller magasiner. Là, tu sais, dire, là, on va pouvoir retourner à partir de lundi, mais tu pouvais même... Tu sais, même la notion de magasinage vient de changer. Ben oui. Hein? Avant ça, là, tu t'en allais dans le centre commercial, puis tu faisais le tour de toutes les boutiques. Tu n'achetais pas, là. Tu allais voir. Là, tu peux même plus aller voir quand tu vas dans les magasins. Là. Là, si tu vas dans le magasin, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez avoir? Ben, vous voudrez avoir des rouleaux pour faire la peinture. Oui, regardez, c'est dans telle section, vous vous y rendez, puis vous ressortez, puis vous passez à la caisse. Ouais. Hein? Tu peux plus, là. Avant ça, ben, tu dis, OK, j'ai besoin de rouleaux pour peinturer. Regarde, donc, oui, il y a des beaux luminaires ici. Là, tu passais dans l'allée. Ben, tu sais, c'était ça, magasiner. T'as bien du fun. Mais là, on a même changé. Et ça, des habitudes sont en train de changer. Là-dessus, je te dis pas qu'ils vont revenir, mais que la pandémie, c'est fini. Mais peut-être que là, on a des leçons à aller chercher aussi. Mais j'espère qu'on va les retenir puis qu'on va agir en fonction de ça. On est une collectivité, puis les gens fonctionnent toujours comme dans l'individualisme. Moi, là, on l'a vu beaucoup avec la pandémie. Ah, moi, là. Mais je pense qu'au moment où on va réfléchir en collectivité, on va se retrouver tellement plus fort, là. Ça va être l'enfer. Et juste pour terminer, moi, en tout cas, sur cet élément-là, si la pandémie a quelque chose de positif, je pense que c'est ça. Oui. C'est là qu'il faut regarder. Certains protectionnistes. Exactement. Nous avions des comportements qui ont été obligés de changer à cause de la pandémie. On n'est pas mort, gars, on en discute, là. Hein? On n'est pas mort. Mais ça nous amène à réfléchir et à dire, bon, bien, mes actions dorénavant vont peut-être penser à les faire de cette façon-là. Je vais avoir un impact beaucoup plus grand en faisant ça. Oui, puis ça l'a démontré aussi l'incapacité des gouvernements de mettre son pied à terre face aux grandes entreprises, parce qu'on a fermé tous les petits, mais on a laissé les gros là, ouverts parce que, tu sais, en tout cas, on en a parlé quand même un bon bout de temps. Bravo! Mais je vais te relancer sur l'industrie forestière parce qu'on l'a abordé un peu. Hein? L'état de l'industrie forestière, c'est difficile, l'industrie forestière. Puis là,
On a l'impression, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'en ce moment, ce qui rend ça difficile, c'est qu'on est hyper trop performant à quelque part. Là. C'est je sais pas, c'est quoi ta lecture de l'industrie forestière en ce moment? D'après sur le reportage que Serge a fait, entre autres dans le Nouvel Hebdo, ce que l'on constate, c'est qu'à la fin des années 90, ça fait quand même une couple d'années, le prix quand tu faisais de l'exploitation forestière, par nos entrepreneurs d'ici, était à 18 du mètre cube. En 2021, c'est une couple d'années de plus, ça, là, on est à 18 du mètre cube. Ta machinerie, ton gaz, toutes tes choses, ton personnel, ça a augmenté. Je n'ai pas le pourcentage en tête, donc je n'en risquerai pas, mais ça a augmenté. Puis toi, tu es une entreprise qui doit fonctionner avec le même revenu que tu avais à la fin des années 90. Puis non seulement ça, mais il y a un autre problème, semble-t-il, selon l'économiste que Serge a interviewé. Avant ça, ça te prenait 1200 mètres, à peu près 1100 mètres cubes par semaine. Et là, tu faisais une entreprise rentable, même à 18 Aujourd'hui, pour pouvoir faire la même affaire, ça te prend minimalement 1500 mètres cubes pour pouvoir avoir fait tes frais. Or, souvent de fois, tu vas dans un secteur, je ne sais pas si tu as déjà travaillé là-bas, mais moi, quand j'allais travailler avec mon père, qui était bûcheron, on avait des coins où est-ce qu'on avait du petit bois à couper par rapport à mon voisin d'à côté qui, lui, avait des beaux gros arbres. Fait que quand il coupait, lui, un arbre, OK, ça valait la peine parce qu'il en faisait du mètre cube. Tu n'as pas payé au mètre cube, dans ce temps-là, tu as payé le pied-planche. Mais en tout cas, peu importe. Or, on a des secteurs où tu te dois d'aller couper, où le bois est un peu plus clairsemé, disons, ou des choses comme ça. Alors ça fait en sorte qu'au lieu de produire 1500 mètres par semaine, tu en coupes 1100. Là, quand tu en coupes 1100 aujourd'hui, tu es en déficit d'opération. Alors, ça fait en sorte que toi, tu n'es plus capable de payer ta machine, que tu as payé 3/4. Ah, puis ça, il y a aussi l'augmentation du... En fait, c'est ce que j'ai lu vraiment. Je pense que ça a fait un vraiment bon travail un très bon sur cette chose-là pour expliquer la problématique des entrepreneurs forestiers au moment où on se parle, en plus du fait qu'ils n'ont pas de relève. Alors, quand tu comprends tout ça, tu te dis, coudonc, encore là, j'aurais le goût de te dire, tu sais, aujourd'hui, là, il y a une entreprise qui achète du bois brut dans la région. Oui, tu as quelques petits syndicats, puis tu as le... Mais tu sais, il y en a un. Elle, là, quand elle dit je t'embauche à 18 $ du mètre cube. Ouais, mais là, tu sais, tu n'as même pas le droit de dire écoute, ton autre, là, il m'offrirait 22. Fait qu'on va m'en aller travailler à 22 $ du mètre cube au lieu de 18. Ah, pas grave. On s'en fout, là. Il n'y a pas l'autre là-dedans à 22. Il n'est pas là. J'irai boire. Fait que comme il n'est pas là, c'est ça, c'est le système capitaliste, encore une fois, qui fait en sorte que, oui, tu as donné des mètres cubes à une grande entreprise à exploiter, il est obligé d'aller chercher un sous-traitant, puis le sous-traitant, il l'exploite, lui, à corde. J'irai boire. Ça, là, c'est du capitalisme sauvage. Ben merci, tu me donnes le terme exact. Non, mais c'est ça. C'est ça. Je suis pas capable. Je suis plus capable. Mais je le sais, j'ai arrêté un peu de parler de politique parce que je me choque aujourd'hui. Mais ça, là, ça m'écoeure. Ça m'écoeure carrément. Puis écoute, j'en veux pas nécessairement, tu sais, résolu, à vous, ça game. Mais le problème, c'est que nous, collectivement parlant, OK? On est complètement dépendants. Non, on en souffre énormément, collectivement parlant. Tu sais, je trouve ça vraiment, la question du bois, oui, c'est là. En plus, au moment où on se parle, au niveau du bois d'œuvre, là, t'achetais un 2x4 demain matin, ouais, tu vas le payer en colline. Parce que, je ne sais pas, il paraît que tu as peut-être fait des petites rénovations dernièrement. Tu sais, tu as dû en acheter à un moment donné. Ton bois, là, au moment où on se parle, là, il coûte cher. Mais comme il coûte cher, c'est normal qu'il coûte cher. Écoute, on est correct. Mais comme je ne fais pas de rénovation souvent, je ne suis pas capable de comparer. Il est à ce prix-là, je l'ai pris à ce prix-là. Mais effectivement, le prix du bois d'œuvre actuellement est plus qu'en hausse. Il a vraiment atteint des prix
tels qu'ils sont là. Alors, tu sais, résolu, là, qu'il coupe à 18 piastres du mètre cube, OK, qu'il donne 18 piastres du mètre cube, puis il le fait transporter après, puis tout. OK, ça lui arrive, semblerait-il. Moi, dans le temps, c'était des alentours d'une cinquantaine de dollars du mètre cube, puis tu arrives à l'usine. Quand tu la revends, là, puis que tu la revends à 600-700 piastres, là, du mètre cube, là, que tu le vends découpé en deux, c'est sûr que tu as coûté de l'argent à ta série, là. Puis, avant d'aller chercher le 600 piastres, là, tu pars de 50 à 600, tu as une marge de manœuvre quelque part, certainement, puis une marge bénéficiaire assez grande. Mais tu sais, c'est pas contre Résolu, là, mais il y a beaucoup de compagnies qui font ça, mais Résolu a surfé sur quand ça allait bien, ils ont donné les dividendes aux actionnaires, puis quand ça allait mal, ils étaient de l'argent au gouvernement. Là, mais c'est exactement ça. Je veux dire, ça là, c'est symptomatique des grandes entreprises. Chercher des subventions. Si je te donne 2 piastres, collectivement, tu pas actionnaire dans ta baille. Je suis d'accord. Si je suis actionnaire dans ta boîte, au moins, je vais être capable d'aller parler puis dire, écoute-moi bien, là, le 18 piastres là, que tu donnes actuellement, tu fais en sorte que mon chum à côté, là, lui, il vit plus. Ouais. Ben là, tu vas lui donner 22. Puis c'est ça qu'on va donner. Puis elle va partir avec 22. Oui, on va avoir moins de profit au bout, mais au moins, Colin, on va être capable. Mais le profit, c'est parce que là, on calcule comme le profit de l'entreprise, mais moi, il faudrait voir le profit comme collectivement. Qu'est-ce que ça amène? Puis pour perdurer dans le temps, tu sais. Parce qu'à ce rythme-là, à un moment donné, l'industrie forestière, elle va tomber. Si on veut qu'elle perdure dans le temps, bien, il va falloir fonctionner autrement, selon moi. Là. C'est ça. Puis c'est sûr que le phénomène aussi fait en sorte que toute la mécanisation, les méthodes aussi, aujourd'hui, tu sais, quand tu coupes un arbre, il faut que tu t'organises quand même, selon les nouvelles réglementations et le régime forestier, que les branches soient un petit peu plus ramassées qui étaient dans le temps, que ton top, là, tu te souviens, je t'ai déjà parlé de ça, du 4 ton top, il faut que ça aille vraiment le plus petit possible, là, OK? Tu peux plus le cacher. Moi, dans le temps, on pouvait le cacher parce qu'on mettait une branche par-dessus. Puis le colleur, quand il arrivait, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais ceci étant dit, je ne veux pas dire que nous avions des pratiques très, très bonnes, là, mais... Hey, je vais te lancer rapidement sur 2-3 autres petites nouvelles dans le coin parce que, écoute, finalement, on trouvait qu'on n'avait pas grand-chose à matin, mais on jase en masse. Ouais. J'ai le temps, hein? Ouais, j'ai le temps de réfléchir quand je regarde les... C'est correct. Patrice Boivin, nommé nouveau directeur général du Centre de services scolaires Pays des Bleuets. Donc, changement de garde. Puis j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai lu, parce que c'est arrivé comme hier, là, mais ce que j'ai lu entre les branches, les gens ont l'air très positifs avec l'arrivée de M. Boivin. Je ne sais pas si tu le connais ou non, si... Non, ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas dire que je connais. Fait que, changement de garde, hein, c'est pas évident gérer les centres de services scolaires. Ben, tout ce qui est en lien avec l'éducation, avec toutes les mesures avec la COVID, et etc. là, en ce moment. Puis il y a aussi le fait que tu mets sur pied une organisation nouvelle. Oui, on a changé de nom, là. Mais... non, tu as changé de nom, puis tu as changé aussi ton pouvoir décisionnel. Absolument. Là, le pouvoir décisionnel est d'origine et de Québec et justement du directeur général. Il y a un petit conseil d'administration qui a comme fonction de dire oui. Mais je suis d'accord, mais dans la pratique de ce qui se passe sur le terrain, ça reste pas mal les mêmes choses qu'on fait qu'à l'époque de la commission scolaire. C'est juste que dans le système de direction, ça a changé. C'est ça. Ça, je te l'accorde. C'est ça. C'est-à-dire que ta décision est moins politique, entre guillemets, et peut-être beaucoup plus administrative. On fait de l'administration, on fait de l'administration. Mais ça amène aussi... en fait, le départ de M. Ouellet est relié au fait qu'il s'en va à sa retraite. Il a fini son mandat. Non, c'est ça. Il n'est pas parti parce qu'il était tanné. Non, je pense qu'il faisait même un très bon travail. Oui, il le prend à bras-le-corps. Hein. Il a fallu... En plus, quand il l'a monté, le jour où est-ce que... Je me souviens, j'étais encore à l'émission ici, Nouvelle-Jour-du-Lac, et j'avais fait une entrevue avec lui. Il venait d'être nommé. Et c'était au tout début de comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place, c'est ça. Enlever les conseils des commissaires, puis tout ça. Et c'est là, il avait très bien expliqué le rôle qu'il a. Et qu'est-ce qui lui arrive en pleine face? Une pandémie.
Fermeture, des voilà. banques, tu sais, il a fallu qu'ils gèrent aussi. Ah non, moi, j'ai des très bons amis qui sont directeurs d'école, là, puis je peux te dire que le printemps passé, ils ont pédalé. Ah, ça doit Tu sais, quand on te dit, on t'appelle le dimanche matin pour te dire demain matin, ça te prend une garderie d'urgence, là, ben, c'est ça. Bravo à tout ça, puis bonne chance à M. Boivin dans ses nouvelles fonctions. Dernière petite nouvelle en lien avec le secteur. On va être obligé de faire de la réfection dans notre usine d'eau potable ici à Dolbeau-Mistassini. Semblerait-il, oui. Ouais. J'ai lu ça. On va dire ce qu'il faut dire. Infoman a décidé que j'étais une vedette de l'information locale. Je dois dire qu'à mon ami ici, Serge, a fait quand même un bon travail là, cette semaine. Il fait toujours un bon travail, mais entre autres là-dessus, il nous a amené à réfléchir sur ce point-là. Oui, il faut repenser l'usine, une usine... Ben moi, la dernière fois que j'ai parlé à Serge, il m'a dit qu'il voulait être le Jules Simard du 21e siècle. Ah! Il n'y a pas besoin de viser aussi bas que ça, il faut qu'il vise plus haut que ça. Mais là, on a peu de détails là-dessus, mais je pense que c'est normal avec le temps. Il y a une ouais. étude qui est demandée qui coûte 80 000 afin d'identifier l'ensemble de toutes les problématiques. C'est sûr que les normes gouvernementales, en ce qui regarde la qualité de l'eau potable, a changé, a augmenté, on est rendu. Donc, si tu avais une espèce de petite... un nom scientifique quelconque qui se ramassait dans l'eau avant ça, tu n'en faisais pas de cas, aujourd'hui, il faut que tu l'élimines. Ouais. Bien là, peut-être qu'on usine peut-être pas assez de filtration pour pouvoir l'éliminer. Alors, je pense que ça va permettre effectivement d'identifier un ensemble de... Maintenant, le maire a bien dit, dans le cadre de son... Il ne s'agit pas d'un problème de santé publique. Non, alors, c'est le temps. Là, il faut regarder ce qu'il en était. Et peut-être que c'est, tu sais, dans le secteur Mistassini, l'usine est plus récente. Donc, au moins l'analyse, effectivement, de l'ensemble de c'est quoi, est-ce qu'on... On va avoir un portrait clair exact, de qu'est-ce qu'il y a, exact. on en est où, qu'est-ce qui est à faire. Il y aura peut-être être dans le nouveau mandat d'un nouveau conseil à regarder. On va en parler bientôt des élections municipales, c'est excitant. On se retrouve tout de suite, nous, après la pause. Restez avec nous. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Éric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. On est de retour pour continuer à réfléchir sur l'actualité de la semaine. Je veux te lancer là-dessus parce que j'ai hâte de te voir te fâcher. Non, mais toute la saga autour de la gouverneure générale, on a parlé un peu de la démission, les affaires comme ça.
Mais là, on est beaucoup plus dans la réflexion de... Là, on n'a pas le choix de nommer quelqu'un pour remplacer ça. Ça nous coûte près de 200 millions par année comme concitoyens, ou si c'est pas plus, là. La monarchie au Canada. Ah, l'ensemble. L'ensemble, oui, pas juste le gouverneur général. Le gouverneur général. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, Rien. puis... Rien. Tu es dans un régime où la Constitution dit il faut que tu nommes quelqu'un qui va signer les documents. Ouais. Il n'a même pas le droit de prendre une décision. Là. Non, mais... Il y en a quelques-unes, là, Mais c'est par la force. j'entendais un point de vue différent ce matin que j'ai trouvé très intéressant, c'est le point de vue des Premières Nations. On dit que nous, nos territoires sont pas... Tu sais, on a signé des traités, mais on a signé des traités avec la reine à l'époque. Donc, nous, c'est au gouverneur général qu'on doit parler. Fait que je trouvais que c'était... Hein, ça sert-tu finalement à quelque chose? On s'entend que non, là. Mais là, on va nommer quelqu'un d'autre, mais comment on pourrait réfléchir pour mettre ça soit au goût du jour, soit donner des pouvoirs, soit complètement enlever ça? Mon Dieu, on a réussi à l'époque des Sénats provinciaux d'enlever ça. Pourquoi on n'enlève pas ça? Sénat fédéral, gouverneur général, toutes ces institutions qui sont... En fait, qui engrangent de l'argent puis qui ne sont pas très productifs. Là. Et parce que ça te prend un amendement à ta Constitution. Ça se fait. OK. Oui, ça se fait. Ça dure des années et des années. Mais il n'y a pas de processus qui s'enclenche. Je pense qu'il n'y a pas de gouvernement qui a le goût d'embarquer là-dedans. Non seulement. Puis je te dirais, moi, il y a une façon pour nous autres, il y aurait une façon bien simple de régler ça. Tu fais l'indépendance du Québec. Ouais. Hein? Tu fais l'indépendance du Québec, puis tu mets ça... T'es malade. Ouais, t'es malade. T'es malade. C'est si simple. Écoute, c'est qui a été le premier gouvernement à enlever les assemblées, pas législatives, mais les conseils législatifs qu'il y avait, là, justement, nommés par des lords. des amis du pouvoir qui étaient dans toutes les provinces. Ça a été nous autres qui avons mis ça dehors. On disait, c'est l'Assemblée nationale qui est l'Assemblée souveraine sur l'ensemble de nos pouvoirs. Et c'est la lieutenant-gouverneur n'a qu'à signer des choses. Tu sais, je veux dire, tu mets un individu à un poste en y mettant du personnel pour l'aider à signer un document. Au moins, s'il était payé... là, c'est ridicule. Au moins, s'il était payé 20-25 000 par année. Ouais, au moins. Non, mais c'est parce que c'est protocolaire. Elle va avoir 150 000 jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. On est bot. On est bot. Des fois, là... On est bot. Tout à l'heure, on rasait sur le fait qu'on se faisait fourrer parce qu'il y avait des compagnies qui faisaient des profits sur notre dos, puis on lui donnait des subventions pour pouvoir le faire. Puis regarde, on paye quelqu'un pour signer un papier que le premier ministre pourrait faire. Ben oui, c'est des tampons. Des stampers. Des stampers. Non, honnêtement, en plus, écoute, alors, semblerait-il, là, selon les rapports qu'on a pu... Excuse-moi, je sais pas COVID. Qu'on a pu lire sur son comportement. Elle avait un comportement harcelant. Non, puis même là, c'est sorti ce matin, là, il y aura vraiment des plaintes officielles, de fait, par des employés aux tribunaux. Ben, écoute, là, il y a eu des actions. C'est pas le meilleur coup de notre ami, M. Justin, ça. C'est pas le pire non plus. Non, mais ça n'a pas été... Il l'a nommé tout seul? Non. Il l'a nommé tout seul? Non, mais sauf que, rappelons-nous quand il l'a nommé, Ah ouais. tous les partis d'opposition étaient là. Quelle bonne idée, bravo! Là, ça marche pas. Hey, t'as fait une mauvaise job. Ça me fait rire. Oui, mais il a fait une mauvaise job parce que, d'après ce qu'on a pu voir, d'après ce qu'on peut comprendre, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est sûr, mais d'après ce qu'on a pu comprendre, il a fait la job de la nommer effectivement sur l'élément un peu de réputation puis de ce que ça pourrait donner au niveau de l'image, sans faire une analyse profonde de ce qu'elle elle avait comme comportement, parce que semblerait-il que le même genre de comportement avait eu lieu lorsqu'elle était directrice de la rente spatiale, pas la rente spatiale, mais à Laval, où est-ce qu'elle était... Au centre spatial. Au centre spatial. Cosmodome. Oui, exact, quelque chose de même. Ouais. Et donc, si on avait fait
une étude un petit peu plus approfondie, peut-être, on aurait pu se dire, bon, ben écoute, tu vas-tu Peut-être être pas la demain? même, mais Tu vas-tu être demain? Je pense qu'il a misé plus sur la notoriété. Exact. dire. Et ce qu'elle représentait comme image, c'est quand même la première femme astronaute Et moi, je veux répéter la blague qui a été faite à l'émission à la semaine prochaine, que j'ai trouvé très drôle. Quand ils ont expliqué pourquoi ils l'avaient nommée, ils disaient, ben, on pensait qu'elle allait faire comme Marc Garneau. Rien. Moi, ça m'a fait rire. Super. Bon, on va parler de quelque chose qui est, selon moi, encore plus important. On a parlé tantôt du relâchement de la pandémie, etc. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. C'est hyper important d'en parler parce qu'il y a encore 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie au Québec. Il faut en parler et en confinement, comme on le voit là, ça devient compliqué de suivre. On ne se voit plus, on est isolé. Moi, j'ai des amis, des fois, que je vois parce que, mettons, on joue à des jeux, nous, une fois par semaine, puis qui me disent puis je fais, ben, j'ai vu personne cette semaine. Tu sais, ça fait une semaine que je n'ai pas vu personne. Fait, mon Dieu, tu sais. Il y a des gens qui sont vraiment pris parce que dans le télétravail, tu es à la maison, tu es dans tes affaires, tu es tout seul. C'est dur pour la santé mentale. Et puis, ben, on fait des relations très claires entre le suicide et des problèmes de santé mentale. Moi, ce genre de semaine thématique-là, je trouve ça intéressant, dans la mesure où ça sensibilise. Oui. Moi, il y a un terme avec lequel je suis excessivement allergique, c'est le terme sensibiliser. Quand, le jour où on fera de ce genre de semaine-là, où on dira, voilà, regarde, on en profite là, pour mettre de l'avant telle action. Ouais. Telle action. On en profite à l'échelle de tout le Québec, telle action. Ça ne prend pas de grandes actions, mais ça prend peut-être le faire. Et pourquoi est-ce que c'est que, au début de la pandémie, le premier ministre disait, écoutez, appelez donc votre mère, ou votre père, ou vos grands-parents, appelez-les, vous ne pouvez pas y voir, mais appelez-les. Pourquoi est-ce que c'est qu'un geste comme ça, pourquoi ton ami, tu ne l'appelles pas? Je sais bien qu'aujourd'hui, on se parle par vidéo interposée et texto. Mais là, le téléphone existe encore. Ouais. Et tu peux parler. Au moins, une action comme ça. C'est bien qu'il y ait une semaine mais de la sensibilisation est importante. Moi, là, je vais te dire, là, il y a une année, là, je ne veux pas donner trop de détails, mais j'avais reçu les gens pour la semaine de sensibilisation du suicide, la semaine de prévention du suicide, puis j'avais posé plein de questions sur comment, les réactions, etc. Quelques semaines après, c'est arrivé dans ma vie où j'ai été obligé de confronter quelqu'un que je connaissais en lui demandant est-ce que le suicide est une option? Puis la personne m'a dit oui, puis on a trouvé. Mais parce que j'avais fait l'entrevue avec ces gens-là, puis j'avais été sensibilisé, j'avais les outils, parce qu'on les a pas tous, les outils. Non, c'est ça. Fait que j'ai su quoi faire, puis aujourd'hui, cette personne-là va beaucoup mieux. Mais je pense que ça aide, puis il faut être à l'écoute, puis il faut taper tout le temps sur le clou. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas une semaine, c'est comme c'est tout le temps qu'il faut réfléchir. Oui, c'est un, puis deux, c'est ça, c'est amener une action à faire. Ouais. Puis ça prend pas. Puis une action que tu peux réaliser, là. Oui. Pas l'engard qui va te coûter 10 millions de dollars parce que faut que tu fasses quelque chose. Non, une action que tu peux réaliser. Et c'est souvent de fois, oui, d'être à l'écoute peut-être de quelqu'un. Sois à l'écoute de ton entourage. Écoute-les. Écoutez, là, c'est pas entendre un bruit quand quelqu'un te parle. Hein? C'est être capable là, de savoir qu'est-ce qu'il dit exactement, puis d'être capable de le décoder, de l'analyser, puis de... Voyons, Colin, c'est quoi que tu dis là? Hey? C'est pas correct. Puis est-ce qu'on ne devrait pas en faire une espèce d'éducation civique, comme une éducation à la citoyenneté, mais tu sais, la prévention du suicide, ça devrait être dans nos réflexes sociaux. Ça devrait être quelque chose qu'on nous enseigne au secondaire, je ne sais pas, pour avoir les bons outils très jeunes, pour les développer. Est-ce que c'est débile ce que j'avance? Je suis d'accord avec toi. C'est parce que tu m'amènes à la réflexion suivante. Dans le temps, là, un suicide, là, ouais. Et quand je parle de temps, c'est quand j'étais un petit peu plus Quand tu avais des cheveux, maintenant? Oui, c'est ça, quand j'avais des cheveux. C'est un péché. Hein. Ouais. On cachait. Ben oui. Ouais. Tu ne pouvais pas en parler. Tu penses que c'est notre passé judéo-chrétien? C'est ça. Ben, je pense que ça a effectivement une influence. Pour certains, c'est aussi du racisme systémique, là, mais... mais c'était que... Je pense que ça origine aussi de ça. On taisait, on n'aimait pas ça, parler, parce que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas que tu fasses. Puis il ne fallait pas que tu en arrives à ça. Mais on ne s'est jamais interrogé sur qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à le faire. Ouais.
Et c'est là qu'il faut aller travailler. Il faut aller travailler sur... C'est quoi le comportement? Un mot, deux mots? C'est la dépression, à ceci de particulier, c'est que ça s'exprime de plusieurs façons. Une dépression, puis ça peut aller conduire jusqu'au suicide. Bien, on l'a vu, là, c'était la semaine passée, là, c'était la belle cause pour la cause. Oui, là, oui. Que je trouve qu'il est une initiative intéressante. Oui. Mais moi, je garde un malaise parce que ça reste une immense campagne de marketing pour Bell. Là. J'ai un malaise des fois c'est dur à exprimer, mais tu sais, je suis pour la cause, je suis pour qu'on parle de santé mentale, je suis pour qu'on aide, etc. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on utilise, en fait, qu'on instrumentalise ces causes-là pour faire du marketing. Là. J'ai un malaise. Je suis honnête, là, j'ai un malaise avec ça. C'est possible. Il faut donner aussi quand même bonne conscience à des gestes, même si c'est une entreprise capitaliste. Non, mais je pense pas qu'ils ont une mauvaise volonté, mais je pense que c'est pas anodin, c'est réfléchi aussi là, au niveau... Oui, fort probable que ça entraîne. Bon, hey, hein, ça brasse aujourd'hui. Toi, Jules, est-ce que tu es un gars qui boit beaucoup d'alcool? Non. Non? Non. Déjà, parce que c'est février, hein, le mois 28 jours sans... Défi 28 jours sans alcool. Le soir, je le ferai pas. Ben moi, je parle d'une petite bière à l'occasion. Moi, je pense que la modération à toutes les semaines, je pense que c'est à l'année. Je pense que ces habitudes-là sont... Hein? Mais il y a des gens qui font... Puis je sais, pour avoir parlé à de nombreuses personnes, la pandémie, ça l'a un peu exacerbé. On est beaucoup tombé dans Il paraît que les profits de la SAQ ont augmenté. SAQ, SQDC, je pense que ça a été... Parce que, je veux pas... c'est vrai que je dirais que ça détend, ça nous change les esprits, mais est-ce que ça a pu amener à une surconsommation, d'autres problématiques? Je ne sais pas sur une surconsommation. Peut-être, oui, des problématiques reliées à des comportements qui font en sorte que tu amplifies, entre autres, des comportements d'agressivité ou des choses comme ça à l'intérieur des foyers ou des choses fort probables. Que ça, oui, il peut y avoir eu des conséquences liées à ça. C'est le fait de la pandémie, du confinement, toutes ces choses-là, et de l'alcool, fort probablement. Mais de là, aller dire qu'on en est, même s'il y a eu plus de consommation d'alcool et de cannabis, il n'y a pas nécessairement... C'est pas nécessairement, je pense, relié au fait que... Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais ça avoir des chiffres là-dessus. Ouais. Moi, je veux parler d'une blague que j'ai vue, une caricature où on voyait, mettons, 2019-2020. Puis en 2019, tu vois quelqu'un avec un gros panier d'alcool, puis il disait « Non, je suis pas alcoolique, j'ai un party de famille. » Puis en 2020, c'était « Pas de party de famille, je suis alcoolique. » tu sais? Puis c'était comme le même dessin, puis je trouvais ça drôle parce que c'est un peu symptomatique, là, des fois, là, de faire bon, ben là... On dirait une petite bière, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il reste que effectivement, les occasions maintenant sont... Il y a encore là, il y a fort probablement au niveau du comportement relié à la pandémie quelque chose qui va venir. C'est qu'avant ça, tu parlais de bière, peut-être 3 ou 4. Aujourd'hui, tu parles de la bière, tu es seul. C'est ça. Si tu commences à consommer seul, là, c'est plus social. Là, là ça peut devenir une problématique. C'est ça. Fait que d'où l'importance de des semaines comme ça, Défi 28 jours, sans le faire. Je trouve que c'est important de sensibiliser les gens à leur consommation. J'ai hâte qu'on fasse aussi un défi, je sais pas, moins 28 jours sans... Mais dans un certain sens... Sans produits transformés. Oui, c'est ça. Mais tu comprends, dans un certain sens, ce genre de défi-là est un peu le genre d'action que je disais tout à l'heure qui peut se réaliser... par rapport au, comme un défi personnel. Par rapport au suicide, tu comprends? Comme arrêter de fumer, se mettre à courir, faire du sport, etc. Exact. Tu comprends? Ça invite à l'action. Et en faisant cela, ça invite aussi à regarder tes comportements. Si tu décides de le faire le 28 jours sans alcool, tu vas peut-être te rendre compte que, écoute, d'habitude... plus d'énergie, mieux. Ou encore... C'est vrai, Colin, hein? Regarde, tous les vendredis, d'habitude, je prends une petite bière, puis là, en prends une, puis c'est plus qu'une, c'est 2, 3, 4. Ça t'amène à avoir effectivement une réflexion et de voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, il y a une émission, pas l'émission, mais il y a une publicité actuellement qui se fait sur les médecins omnipraticiens
du Québec où ce que tu vois le médecin qui raconte qu'il avait dit à quelqu'un d'arrêter de fumer parce que si elle n'arrêtait pas de fumer, c'était sa dernière cigarette de sa vie. Il a revu la même patiente 6 ans après et la personne a arrêté de fumer. Elle est en parfaite santé, elle est en meilleure santé qu'elle était. Elle n'a plus le problème coronarien qu'elle avait. Ouais. Et c'est quand même agréable d'avoir eu un effet positif sur la vie de quelqu'un en lui disant juste une parole ou deux. Et tu sais, c'est quand même, c'est un peu le même genre d'action. Le simple fait de réfléchir au fait que, si tu, Colin, viens de se faire le 28 jours sans alcool, je vais passer à travers, mais d'habitude, là, on prend beaucoup plus que là. Non, puis sur le portefeuille aussi, on ne réalise pas, mais ça a des... Ben, c'est comme quand quelqu'un fume, OK, puis que tu dis, écoute, est-ce que tu vas pouvoir conserver à la fin de l'année, là, en consommation de cigarettes? Moi, je sais que c'est ça qui m'est arrivé, là. Ouais. Hein, T'as acheté ta maison cash après? Non, mais j'ai pu faire en sorte que tu dépenses beaucoup moins, effectivement. Ouais. Surtout que moi, je me faisais un point d'honneur de ne pas acheter. Dans le temps, il y avait la cigarette de contrebande énormément. Et je n'en achetais pas. Je me disais, m'a payé à 7 piastres du paquet. Mais là, j'ai payé. C'est correct, c'est correct. Je t'amène un peu à l'international. J'ai quelques sujets que je trouvais intéressants. Je ne sais pas si tu as vu en ce moment la bataille juridique qu'il y a entre Apple et Facebook. Parce que tu sais que Facebook fait beaucoup son profit sur un espèce de profilage des données personnelles au niveau de la consommation, pour vendre des publicités, etc. Et là, Apple veut que dans les nouvelles versions de ses téléphones, ses tablettes, etc., pour chaque fois qu'on veut te tracer, tu vas devoir accepter. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont refuser qu'on suive leur comportement. Et là, Facebook dit qu'ils vont détruire leur modèle d'affaires. En même temps, c'est tout entre modèle d'affaires d'une société hyper riche puis la protection de nos données personnelles. Puis on sait que c'est un enjeu majeur pour ce qui s'en vient. Je ne sais pas comment ça va finir. Puis moi, je trouve des fois, quand c'est dans les tribunaux, là, on est beaucoup plus dans les règles de droit que dans la justice, là. Ouais. Je ne sais pas comment que ça va finir, mais je veux avoir ton point de vue. Ça va nous amener à... le fait que ça va aller devant les tribunaux, ça nous amène aussi à poursuivre, parce qu'on est quand même en réflexion sur toutes ces choses-là. Les Facebook, les messages aussi de ce monde. On est vraiment, je pense, collectivement en réflexion là-dessus. Est-ce qu'on est obligé de mettre des freins ou pas à ce genre de pratique-là? Ça équivaut à quel autre droit que nous avons dans notre société. Je trouve ça correct. Peu importe, là, je respecte ce que tu amènes là, quand tu dis que oui, bon, c'est du droit et pas nécessairement de la justice. Ouais, oui. Mais en termes de droit, il est aussi important, je pense, que l'on voit c'est quoi les droits de chacun là-dessus. Bien, moi, je suis content qu'on se penche sur la protection des données personnelles parce que c'est clairement un enjeu majeur du 21e siècle. On le voit. Déjà, rien qu'en Europe, l'Union européenne a passé le RG, je ne me rappelle plus, là, mais un truc pour de protection des données personnelles qui est très bon. Ici, en Amérique du Nord, ça va être extrêmement difficile parce que toutes les grandes entreprises du numérique sont aux États-Unis, fait qu'ils n'ont pas intérêt à mettre des bâtons dans les roues de leur entreprise. Puis nous, au Canada, ben, si les États-Unis le font pas, on le fera pas. Fait que c'est ça. Mais je suis content qu'on puisse réfléchir là-dessus, puis que ça se passe aux États-Unis, puis que ça soit deux géants américains. Donc, ça va amener des décisions, là. Je suis très curieux. Oui, je pense que c'est à suivre. Tu me l'apprends là ce matin, là. Je pense qu'on va avoir un œil et des oreilles là-dessus pour pouvoir être en mesure de suivre cela. Ça fait partie du fameux gros débat là, de tous ces réseaux sociaux et ces choses-là. Absolument. Jeux olympiques de Tokyo, on nous dit, la question, c'est pas est-ce qu'on va les faire ou pas, c'est on va les faire, c'est comment on va les faire. Et là, on devrait annoncer cette semaine les mesures. Puis les Japonais veulent être un peu le modèle de la distanciation. Le modèle des Jeux olympiques modernes. Puis on veut démontrer qu'on va être capable d'accueillir dans une sécurité possible l'ensemble des athlètes et de tenir les compétitions. Et
En parallèle à ça, on parle de demande conjointe de Montréal et Toronto pour les Jeux olympiques de 2030. Je te laisse, toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on doit tenir les Jeux ou ça devient... Ben, là, quelle va être la situation en juillet 2021? Aucune idée. Il faut qu'on prenne une décision en se disant, Maintenant. il n'y a aucune idée de ce qui va se passer. Le simple fait de dire, écoutez, on les tient. On les tient, puis il faudra qu'on les tienne en tenant compte des éléments, pas juste de distanciation sociale, mais des éléments de sécurité reliés à la présence de la COVID. Je pense que ça, là-dessus, je serais d'accord, moi, avec cette décision-là, vue comme ça. Mais surtout que les grands circuits de sport professionnel, entre autres en Amérique du Nord, bon, ça n'a pas été parfait. Il y a eu des cas et des affaires dans les équipes de football, baseball. Mais en général, ils ont réussi quand même à tenir des saisons, à faire des championnats, puis en minimisant, je pense qu'il y a des mesures qui fonctionnent. Oui. Ici, on n'a pas le droit encore de jouer au hockey dans les arénas d'ici. Ouais, D'ailleurs, ça ça paye fait... assez cher. Oui, mais pas avec ça. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas capable d'ouvrir notre nouveau équipement sportif aussi, relié à ça. Mais en tout cas, ça nous amène à regarder la situation. Oui, la pratique des sports, il y a du contact, il y a des éléments de distanciation sociale assez difficiles. Je pense qu'avec les tests rapides, là, on peut régler Il pourrait y avoir, maintenant, c'est pas moi, on parle de la fiabilité aussi là, sur ces tests-là. Mais en tout cas... c'est toujours bien mieux que de ne pas savoir. de ne pas en avoir. De ne pas en avoir. Au moins, ça te permet... Sauf que ça peut donner un mauvais sentiment de sécurité aussi. Mais en tout cas... Oui, on ne sait pas. On va suivre ça. On va suivre les Jeux olympiques. En tout cas, moi, je suis d'accord avec l'idée de dire on les tient, là, mais il va falloir qu'on les tienne dans un contexte. Parce que si on ne sait pas ce qui va... Puis fort probablement qu'effectivement, en juillet, le coronavirus va être encore présent dans la oui, on parle déjà de troisième vague dans certains pays. C'est ça, tu comprends? Puis Jeux olympiques 2030, Montréal-Toronto, pour ou contre? Je ne sais pas. J'ai pas... On a le temps d'en parler. C'est fort probablement, mais je ne sais pas. On les a déjà eus, nous. Oui, mais ça a été marquant. Tu sais. Regarde, le stade olympique était supposé nous coûter 300 millions, qui a coûté 1 milliard 250 millions. Ça nous marque. Un beau, bel investissement public. Hey, merci, Jules Simard, de ta participation. Toujours un éclairage, hein, la sagesse. La sagesse même. C'est plaisant, c'est parce que ça nous permet... Tu sais, quand tu écoutes les nouvelles puis que tu réfléchis dans ton propre coin, au moins, ça nous permet d'échanger là-dessus. Merci aussi à vous. Hein, si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions sur ce qu'on dit, on n'a pas la vérité, mais au moins, on a la prétention d'y réfléchir à voix haute avec vous. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine.